Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier. Bonjour à tous et bienvenue à Abidjan, la Côte d'Ivoire, où Écho d'ici, écho d'ailleurs, Guillaume Munier, notre réalisateur, et moi-même avons posé nos valises cette semaine à l'occasion de l'Africa CEO Forum, le forum des dirigeants africains organisé par le groupe Jeune Afrique. De retour après 2 années de parenthèse Covid, les grands chefs d'entreprise de tout le continent, francophones et anglophones, les décideurs économiques plus généralement, au rendez-vous pour tisser des liens, dessiner l'avenir d'une région du monde plus que jamais au centre des attentions. La guerre en Ukraine, les dérèglements commerciaux et financiers sont à la fois source de menaces et d'opportunités pour les pays africains. Nous en parlerons plus précisément la semaine prochaine avec nos nombreux invités participants à ce Davos africain, une expression un peu galvaudée, j'en conviens tout à fait. En attendant, c'est un grand invité de l'économie qui nous a rejoints ici au bord de la lagune à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, que nous remercions au passage pour son accueil. Je le reçois avec mon camarade de Jeune Afrique, Julien Clémenceau. Bonjour Julien. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Il s'agit d'une personnalité qui compte de plus en plus sur l'échiquier politico-économique. Il s'agit de Romuald Wadani. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI et de Jeune Afrique. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, pays pour lequel vous avez beaucoup d'ambition. Vous allez nous expliquer pourquoi. Et comme le veut la tradition, Julien Clémenceau retrace en quelques mots votre parcours. Romuald Wadani, vous avez été nommé en avril 2016 par Patrice Talon pour prendre en charge ce portefeuille de l'économie et des finances. 6 ans plus tard, vous voilà plus que jamais l'un des piliers du gouvernement béninois, l'un des 2 seuls ministres d'État avec l'expérimenté Abdoulaye Bio-Tchané, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Un père aux fonctionnaires, une mère commerçante, une fratrie de 5 enfants. Vous avez été élevé dans la culture du travail, vous avez travaillé dans la maçonnerie, la mécanique et vous avez été même éleveur de lapins. C'est vrai tout ça? C'est vrai tout ça. C'est vrai? C'est votre père qui vous a transmis cette tradition, ce besoin de travailler, de connaître les choses par le bas? Absolument. En fait, j'ai eu un père, un feu père maintenant, qui est malheureusement décédé septembre passé, qui tenait à faire de moi un grand intellectuel, mais très proche des réalités en fait, des citoyens. Donc il me disait, c'est très bien, tu feras une grande école, tu feras de très belles études, mais je tiens à ce que tu passes toutes tes vacances à apprendre un métier manuel. Et effectivement, vous avez raison, donc à partir de l'âge de 13 ans, j'ai passé mes étés, mes vacances scolaires, à faire plusieurs métiers manuels, donc que ce soit la maçonnerie ou l'élevage. J'ai d'ailleurs un diplôme d'éleveur de lapins, vous avez tout à fait raison. Donc quand vous serez à la retraite, vous serez éleveur de lapins peut-être? Je n'aurai aucun mal à retourner au métier manuel et être proche donc, des réalités du terrain. Alors plus tard, votre expérience des affaires économiques, vous l'avez acquise principalement dans le secteur privé, dont vous êtes un fervent défenseur. Associé du cabinet d'audit et de conseil Deloitte, vous avez travaillé en France, aux États-Unis. Vous êtes devenu plus tard responsable de l'Afrique francophone, un CV bien rempli où figure aussi un master décroché à l'Institut d'administration des entreprises de Grenoble et un MBA de la prestigieuse Harvard Business School. Ce diplôme, obtenu dans une institution mondialement reconnue, est-ce que vous pensez que ça a pesé dans le choix du président Talon de vous faire confiance? Non, je pense que le président Talon cherche des hommes qui ont une volonté de travailler, qui ont du sérieux. Le président Talon a une conviction simple, c'est qu'avec le sérieux, le travail, on peut tout faire. Et son expérience personnelle le montre. Et je pense qu'il choisit généralement ses collaborateurs sur la base de leur capacité à être sérieux et à travailler. Les contacts étaient établis avant Harvard? Non, en fait, ça n'a rien à voir. Mon parcours, en fait, je pense, académique n'a pas à voir avec, je pense, le choix du président Talon. Encore une fois, je pense que le président Talon est un homme pratique, pragmatique qui, à un moment donné, quand il veut s'entourer des compétences, il regarde ceux qui ont les compétences, qui sont sérieux et travailleurs. Et donc, je pense que c'est les critères qui ont prévalu pour son... Mais vous pouvez lui poser la question. Je le ferai. Ces dernières années, Romuald Wadani, vous êtes fait remarquer en menant une politique de refinancement de la dette de votre pays très offensive,
En 2018, vous avez lancé le premier emprunt obligataire du Bénin sur le marché international. Vous récidivez en 2020 en émettant 2 nouveaux eurobonds, dont l'un avec une maturité de 30 ans, une autre première, mais cette fois-ci à l'échelle du continent. Les agences de notation, dont on dénonce en général la dureté à l'égard des pays en développement, valident vos résultats. En pleine crise, elles améliorent la note du Bénin. On vous sait proche du chef de l'État qui, si on s'en tient à ses déclarations, effectue actuellement son second et dernier mandat. À 45 ans, vous apparaissez désormais comme un successeur possible de Patrice Talon. Est-ce que vous prenez goût à la politique ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu au fond de vous, cet amour de la chose publique ? Non, ce qui m'intéresse, c'est de poser des actes au quotidien qui changent la vie de mes concitoyens. Le président Talon a un programme d'action du gouvernement. J'ai le privilège, l'honneur, la chance de servir le président Talon. J'ai une feuille de route très claire, qui est très chargée. Je m'occupe à livrer cette feuille de route. Et effectivement, ce qui motive et qui fait qu'on tient, malgré toutes les turbulences qu'on peut subir, c'est voir que les actions que nous menons au quotidien permettent aux personnes, à nos concitoyens, pour plusieurs d'entre eux, de sortir de l'extrême pauvreté vers une situation de meilleures conditions de vie. On parlera peut-être de votre avenir personnel plus tard, Romuald Wadani. On a largement le temps maintenant de détailler votre vision de l'économie, de l'avenir du Bénin, celui de l'Afrique et peut-être même celui de notre planète, la cherté de la vie, les questions énergétiques, industrielles, agricoles, les questions monétaires. Vous êtes très impliqué dans la réforme du franc CFA, la dette, l'emploi, l'éducation, tout ce qui intéresse nos auditeurs, nos lecteurs, nos internautes, de plus en plus nombreux sur notre page Facebook RFI Éco. Je salue d'ailleurs Mam Madjoul d'Abidjan, ici en Côte d'Ivoire, Jeskin Yakouma de Bouar, en République centrafricaine, Akon Landry Lobimé d'Abomey, au Bénin, votre pays, le Bénin encore, Soumaïla Azim de Cotonou. Émission à retrouver en vidéo et en intégralité sur la page YouTube de RFI. Nous sommes installés à l'hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion de l'Africa CEO Forum 2028. Et bien précisément, Romuald Wadani, vous qui êtes un ardent défenseur du secteur privé, cet Africa CEO Forum qui revient après 2 années de Covid, est-ce que c'est le signe que tout redevient possible pour le business sur le continent ? Ça veut dire qu'on ne pense plus à la pandémie ? Non, ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus à la pandémie, mais ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Il faut trouver les moyens de vivre avec la pandémie. Et donc, le retour de l'Africa CEO Forum, qui était très attendu, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en Afrique aujourd'hui le principal élément, ou on va dire la principale plateforme où des grands décideurs du secteur privé se réunissent entre eux, mais en présence également des dirigeants politiques pour échanger sur les enjeux auxquels les uns et les autres font face. Et moi, j'ai eu le privilège en 2012, j'étais associé chez Deloitte, qui était l'un des tout premiers partenaires de l'Africa CEO Forum, et mes responsabilités sur l'Afrique à l'époque m'ont conduit à participer à la préparation du premier Africa CEO Forum. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ce forum qui célèbre son 10e anniversaire. On peut en attendre des choses concrètes, au-delà de grandes déclarations, au-delà de grandes phrases, d'incantations ? Bien sûr, je suis convaincu qu'à la sortie de cet Africa CEO Forum, nous allons avoir... En fait, il y a deux sortes de décisions qui sortent de ce genre de forum. Première catégorie de décision, c'est toutes les relations et partenariats qui se nouent pendant ce forum, les échanges d'idées entre les acteurs qui font naître de nouvelles entreprises, de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats. Mais de l'autre côté, c'est également les décisions politiques que les acteurs, les dirigeants prennent à l'issue de ça, parce que c'est des occasions uniques pour nos dirigeants de, comme on dit, step back, de prendre du recul, d'écouter le secteur privé et de repartir mieux armés pour faire des propositions constructives. Julien Clémenceau. Puisqu'on parle du secteur privé, est-ce qu'il se porte mieux au Bénin aujourd'hui qu'il y a 6 ans ? La réponse est clairement oui. Alors, il y a des chiffres qui montrent comment se porte le secteur privé. Le secteur privé, avant toute chose, il n'y a pas de secteur privé si l'opérateur, le privé, il n'est pas en confiance. D'accord ? Donc le déterminant pour quelqu'un, même vous, si demain vous voulez créer une entreprise, réaliser un projet, la première chose, c'est de vous sentir à l'aise. Donc c'est tout ce qui a trait au climat des affaires. D'accord ? Premier déterminant. Si on a un climat des affaires qui vous rassure, qui vous donne de la prédictibilité, vous avez envie d'avancer. Il est meilleur au Bénin qu'ailleurs ?
Bien sûr, il est meilleur. Non, je ne dis pas qu'il est meilleur qu'au Bénin, qu'ailleurs, mais je peux dire qu'il est meilleur aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Et comment on le mesure? On le mesure déjà au nombre d'entreprises créées, mais également au poids de l'investissement privé dans l'investissement total. Au Bénin, aujourd'hui, plus de 2 tiers de l'investissement est réalisé par le secteur privé. Et ça veut bien dire que le privé a confiance, le privé agit, le privé investit. Et donc, le premier facteur, effectivement, pour le privé, c'est toutes les questions liées au climat des affaires, mais la fiscalité, tout ce qui est procédure administrative. Deuxième facteur, c'est les infrastructures. Vous avez un projet, mais si vous n'avez pas de l'énergie en bonne quantité et au bon coût, vous ne pouvez pas réaliser. Et donc, quand vous avez un climat des affaires qui est là, qui s'améliore de jour en jour, ce qui est le cas du Bénin, vous avez les infrastructures aussi maintenant qui sont présentes. Au Bénin, je vous rappelle, en 2016, nous importions l'intégralité de notre énergie. Et aujourd'hui, nous sommes en position de fournir de l'énergie de qualité à un prix relativement acceptable pour l'industrie. Et puis le troisième facteur, c'est le marché. Vous avez l'idée, l'administration, les formalités administratives sont allégées, vous avez une fiscalité qui est stable, prédictible, vous avez les infrastructures pour vous accompagner, mais il faut aussi le marché. Et l'un des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est la taille des marchés. Absolument. Et c'est pour ça que le développement du secteur privé dans les pays d'Afrique en général fait face également à ces contraintes de marché. Et il faut raisonner désormais régional et niveau africain. On y reviendra également. On va y revenir. Dans votre pays, comme partout ailleurs, l'actualité en ce moment, c'est la hausse des prix des produits de première nécessité, cette vague d'inflation provoquée entre autres causes par la guerre en Ukraine. Je voudrais que l'on écoute vos compatriotes, Romuald Wadeni. Rendons-nous à Cotonou sur un marché avec ce reportage de notre correspondant Jean-Luc Aplogan. La hausse des prix pèse lourd sur les ménages et notamment sur les plus modestes. Jour du marché de Dantopa à Cotonou, l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest. C'est le week-end, moment idéal pour les courses. Il y a du monde, ceux qui ont fini leurs emplettes repartent avec des paniers à moitié remplis. C'est le cas d'une mère de famille que nous croisons dans une allée. Elle a fini ses achats, le contenu de sa corbeille est bien maigre. Pourquoi? Elle évoque tout de suite la hausse des prix. La vie est vraiment chère, La gestion est vraiment difficile. Il faut se compresser, tout est cher, jusqu'au sel. Le poisson est rare maintenant, kilo à 1500, 2000. Il n'y a plus de variétés de mets. Non. Le jeune fonctionnaire que vous allez entendre ne dit pas autre chose. Chez lui, plus de poisson, plus de viande dans les assiettes et la nourriture est rationnée. Manger aujourd'hui, c'est très difficile. On prend le pain pour 200. Le matin, on mange une partie. Vers midi, on prend le second. Et dans la soirée, on essaie de gérer avec 2 bouts d'acassa et avec le fromage à mont. J'ai mangé poisson maintenant, ça fait environ 1 an. Au président Patrice Talon et à son ministre des Finances, il demande que la revalorisation du SMIC et des salaires annoncés entre rapidement en vigueur. Ils ne sont pas les seuls à grogner, les commerçants aussi sont en colère. Ils dénoncent le contrôle des prix. Pour eux, c'est juste intenable et les mesures d'allègement fiscal largement insuffisantes. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI. Romuald Wadani, on va revenir sur ces mesures gouvernementales. Il y a une certitude, c'est la hausse des prix. Les pénuries, est-ce que ce sont de vraies pénuries ou est-ce qu'il y a des phénomènes de spéculation, selon vous? Aujourd'hui, c'est un mix des deux. Il y a, bien entendu, nous le notons, des phénomènes de spéculation, parce qu'à partir du moment où plusieurs gouvernements, dont le Bénin, sur certains produits de base, je suis dans le cas, par exemple, de l'huile, nous avons régulé le prix de vente de l'huile. Nous notons que certains commerçants qui gardent le produit par devant eux et qui tentent de le vendre dans des conditions, on va dire, sous le manteau. Donc, bien entendu, oui, il y a également des phénomènes de spéculation qui causent cette pénurie. Mais le plus important, c'est ce qui arrive devant nous. Avec la hausse des prix des intrants agricoles, la vraie menace, c'est que la production agricole pour 2022-2023 ne soit pas au rendez-vous. Et là, cette pénurie ne sera pas de la spéculation, elle sera réelle. Vous avez entendu le président Macky Sall et plusieurs dirigeants ces temps-ci alerter, même le secrétaire général des Nations Unies, alerter sur le risque de famine en Afrique. Et ça, c'est très évident que si rien n'est fait aujourd'hui pour s'assurer que les pays africains disposent rapidement d'intrants, et là, c'est peut-être probablement un peu tard pour la campagne 2022-2023, mais il y aura pas, la production agricole ne sera pas au rendez-vous. Donc, le peu de produits fabriqués coûtera extrêmement cher. Et donc, on a une vraie pénurie et encore une escalade des prix. Encore un mot sur la spéculation. Vous faites la chasse aux spéculateurs? Non, en fait, nous sommes dans un dialogue avec le secteur privé. On leur explique.
pour les produits régulés, donc les personnes se disent, en fait, personne ne sait quand tout ça va finir. Donc quand vous dites que vous plafonnez le prix de vente d'un produit, le commerçant sur un produit qui n'est pas périssable, j'ai donné le cas de l'huile, il a tendance à dire, bon, je vais peut-être garder un peu dans ma réserve le temps que les mesures soient levées, je le vendrai. Donc ça, il n'y a que pas les discussions et les contrôles de prix qu'on fait sur le marché qu'on arrive à réguler ces genres de pratiques. Que peut faire le gouvernement pour limiter la casse sociale? Donc, vous plafonnez les prix. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous pouvez faire? On entendait ce témoignage où la personne disait qu'elle régulait sa consommation de poisson, qu'elle n'en avait plus mangé depuis un an parce que c'était trop cher. Alors, en fait, il y a 4 types de mesures que nous avons mis en œuvre et qui produisent leurs effets. Bon, la difficulté, c'est que tout change tous les jours. Rien que juste quelques minutes avant cette émission, le prix du gasoil sur les marchés a pris $50 de plus. Donc, vous voyez, quand vous êtes en pilotage dans un environnement mouvant, vous êtes obligé d'ajuster au quotidien vos mesures. Donc, je disais donc 4 types de mesures. La première, et qu'on retrouve dans la plupart des pays, c'est de renoncer aux prélèvements fiscaux et douaniers pour permettre en fait que le prix de revient des produits soit accessible aux populations. Donc, prenez la liste des produits importés et on dit, si on laisse les prix subir le coût de la TVA, des droits de douane, le coût de revient va se retrouver encore plus cher pour la population. Donc, c'est renoncement total ou partiel de la TVA, des droits de douane sur la plupart des produits de grande consommation, à ceci près que les produits de grande consommation qui sont à la fois importés et produits en local, nous veillons à ne pas déstructurer nos industries locales. J'ai parlé tout à l'heure de l'huile. Nous avons des industries de production d'huile au Bénin. Donc, ce que nous avons fait, c'est regarder la structure de prix, que ce soit le produit importé, le produit fabriqué en local. Avec les acteurs, nous nous sommes entendus avant de déterminer le prix fixé, régulé de vente du litre d'huile pour les populations. Donc, ça, c'est la première mesure. La deuxième catégorie de mesures, c'est tout ce qui est subvention directe. J'ai parlé tout à l'heure du gasoil qui a pris ce matin $50 et la journée n'est pas finie. Il est évident que nous allons continuer à absorber ce choc puisque le gasoil a ceci d'unique que l'intégralité des engins de travaux publics utilisent le gasoil. Les tracteurs, le gasoil. Beaucoup d'usines utilisent le gasoil et les transports en commun. Et donc, si vous ne réagissez pas pour soutenir le prix du gasoil, les conséquences en matière de productivité et de création de richesses sont désastreuses. Donc, nous continuons à le faire. Et donc, la deuxième catégorie de mesures, c'est tout ce qui est subvention directe. Nous mettons de l'argent sur la table pour soutenir et ralentir l'effet de la hausse des prix. Okay. Troisième type de mesure, c'est réglementer les prix des produits. Parce qu'une chose est de s'assurer que les produits sont disponibles, mais à un moment donné, si on ne réglemente pas les prix, on ne contrôle pas le prix de vente de produits aux consommateurs. Donc, blocage des prix ? Non, on régule les prix et on le surveille sur les marchés au quotidien. Parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'huile. Nous avons contrôlé le coût d'importation et de production et nous avons estimé qu'en fixant le prix de l'huile, par exemple, à 1 300 francs le litre à Cotonou, ça préservait à la fois les industries locales, mais ça permettait également à ceux qui importent de pouvoir s'en sortir. Mais si nous ne fixons pas le prix et nous ne contrôlons pas le prix, ces phénomènes de surenchère et de spéculation sur la chaîne de distribution peut faire que la population ne pourrait pas bénéficier de cette mesure. Donc les produits sur lesquels nous mettons des contrôles de prix sont des produits fortement subventionnés pour lesquels nous voulons nous assurer que la population à la base bénéficie de ces effets-là, de ces appuis de l'État. Donc ça, c'est la troisième. Non, ça c'était la deuxième. La troisième, je crois. Voilà, la troisième mesure, le type de mesure, c'est tout ce qui est filets sociaux. Et donc, nous avons une base des populations extrêmement pauvres. Et la question, c'est comment nous assurons que les populations extrêmement pauvres ont accès au minimum pendant cette période de crise. Donc, pour me résumer, nous avons la prise en charge, le renoncement aux prélèvements fiscaux et douaniers pour baisser le coût. Nous avons les subventions directes, l'argent que nous mettons sur la table. Nous avons toutes les mesures de contrôle de prix et de régulation du prix. Et enfin, nous avons toutes les mesures sociales d'accompagnement des populations extrêmement pauvres. Les populations extrêmement pauvres, nous avons l'obligation de les accompagner et de les aider à sortir d'affaires parce que c'est des bras valides. En les aidant à devenir des acteurs, ils seront demain des producteurs de richesse. Comment l'État béninois peut à la fois renoncer à ces taxes diverses et en même temps mettre davantage d'argent sur la table? C'est une situation qui n'est pas pérenne. Comment vous allez faire à terme? La situation n'est pas pérenne et c'est pour ça que typiquement, vous regardez, ça fait peser un poids sur le budget de l'État. En décembre, quand Combien de temps vous pouvez tenir à ce rythme? Nous allons tenir le temps qu'il faudra. C'est un État. Quoi qu'il en coûte. Nous allons tenir quoi qu'il en coûte.
Même si ça dure 2 ans, 3 ans. Nous allons tenir le temps qu'il faudra parce qu'il s'agit de la vie de nos populations. Et la bonne nouvelle, si je peux dire ici, c'est que c'est un phénomène global. Et donc, nous discutons tous ensemble. Et donc, il y a des mesures, des solutions qui sont discutées au niveau global. Et donc, ces solutions-là permettront en fait à chaque... Nous ne sommes pas isolés. Et donc, et ça doit être la réalité partout. Nous devons tout faire pour être aux côtés de nos populations les plus vulnérables. Donc, vous avez une enveloppe disponible pour gérer cette situation d'urgence? L'objectif, c'est d'être proche de nos populations vulnérables et de faire tout pour que nos populations vulnérables aient le soutien de l'État. Et nous allons faire tout ce qu'il faut pour ça. On a déjà commencé à parler en effet des difficultés d'approvisionnement en céréales. Le président sénégalais Macky Sall, en effet, s'est rendu récemment en Russie pour porter en tant que président en exercice de l'Union africaine la voix du continent auprès de Vladimir Poutine. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. L'Afrique, victime du conflit, Macky Sall craint une situation de famine sérieuse. On a commencé à en parler. Est-ce qu'au Bénin, c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a déjà une famine pour une partie de la population? Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, bien entendu, nos populations subissent l'effet de la cherté de la vie comme tout le monde. Mais typiquement, les questions de famine et la menace qui arrive sur la famine vient essentiellement de l'absence, l'indisponibilité d'intrants agricoles qui pourraient pénaliser donc la production agricole et donc rendrait indisponibles les céréales, notamment pour les populations. Le vrai point de passage difficile, c'est l'année prochaine? Le vrai point de passage, c'est l'année prochaine. Vous savez, pour les pays africains, nous disons que ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore le plein effet de la crise Russie-Ukraine, parce qu'il y a toujours un décalage d'une campagne agricole entre la disponibilité des intrants et donc la production qui est disponible et qui va dans l'assiette des consommateurs. Mais pour le Bénin, puisque vous me posez la question, nous avons, et ça c'est une situation unique, et j'ai eu l'occasion de mentionner ça récemment, nous avons réussi en anticipant depuis 2021 sur l'approvisionnement en intrants agricoles à nous assurer que nos paysans disposent d'intrants pour assurer la campagne 2022-2023. Je pense qu'on est l'un des rares pays à avoir anticipé bien avant le début de la crise en février. Et donc, le fait que... Pour quelle raison vous avez anticipé ces stocks d'intrants? Mais en fait, le gouvernement, voyant la hausse des prix du fret, parce que vous savez, avec la COVID, lié au Covid, et personne ne savait des variants qui arrivaient, la Covid a entraîné des restrictions de mobilité. Et l'idée au départ était de dire, mais si le fret continue à monter, donc ça impacte le prix des intrants, si les conteneurs, les bateaux ne sont pas disponibles pour les amener, il faut anticiper. Donc on n'avait même pas factoré forcément la guerre, puisque personne ne savait qu'en décembre, quand on faisait le budget, on ne savait pas qu'en février, on allait avoir le début de la guerre. Mais l'analyse macro, les projections sur l'évolution des coûts, ainsi que la logistique, les problèmes logistiques au niveau mondial, ont conduit le Bénin à anticiper beaucoup plus tôt. Et donc, aujourd'hui, quand vous me parlez de est-ce que la famine est là, je dis non, nous avons pris les mesures pour éviter justement qu'elle soit là. Face à cette situation, est-ce que vous comptez sur une solidarité africaine, dans un sens comme dans un autre, éventuellement sur la solidarité des pays européens ou de pays venus d'ailleurs encore? Bien entendu, dans cette situation globale, nous voyons comment les grands partenaires, les institutions internationales, multilatérales, viennent au secours des pays qui sont en difficulté. Et donc, bien entendu... Ça, c'est d'un point de vue financier, mais d'un point de vue céréales, produits de première nécessité. Ah, mais je pense que c'est un appel, c'est les conséquences, en fait. Et ça, c'est intéressant parce que nous avons appris pendant la Covid et les restrictions de mobilité, nous avons vu concrètement les conséquences de nos économies africaines qui sont tournées vers l'extérieur plutôt que vers elles-mêmes. Et là, avec la guerre en Ukraine et même sur les produits de base, vous vous rendez compte que 80% de ce que nous importons comme produits de consommation importés en Afrique vient hors de l'Afrique. 80% de nos importations de produits de consommation provient hors de l'Afrique. C'est ça qu'il faut changer. Et donc c'est ça maintenant. Donc ce n'est pas de la solidarité, mais c'est cette prise en compte. Et dit, mais comment nous faisons pour commercer plus entre nous au niveau de l'Afrique? Je voudrais qu'on revienne sur les propos de Macky Sall.
d'un point de vue plus politique, la neutralité affichée par le président sénégalais dans ce dossier russo-ukrainien. On ne condamne pas la Russie. Est-ce que c'est une prise de position soutenue par le Bénin ? Sur la position du président Macky Sall, je pense que c'est normal, c'est le président de l'Union africaine. L'Afrique, certains pays ont une position différente d'autres et je pense que la position du président Macky Sall est la position du président de l'Union africaine. S'agissant du Bénin, nous avons une position aussi tout à fait simple. Nous avons et nous continuons toujours à condamner la violence comme manière de résoudre les conflits. Nous avons pris une position aux Nations Unies et nous avons clairement expliqué que, quelles que soient les raisons, nous pensons qu'il est possible de s'asseoir autour de table et de discuter. Et nous ne privilégions pas la guerre comme solution au conflit. Donc vous ne condamnez pas la Russie, mais vous dites quand même à la Russie cesser cette violence entre guillemets aveugle. Le Bénin a constamment indiqué que la guerre et la violence n'est pas une solution au conflit, que ce soit à l'interne, dans les solutions de difficultés, conflits domestiques, et au niveau international. Donc c'est une position de principe. L'autre grand enjeu de la crise actuelle, c'est l'enjeu énergétique. Au Bénin, vous le rappeliez, en 2016, le Bénin, le pays, importait l'intégralité de son électricité. Ça reste encore un obstacle. Et comment on fait quand on veut mettre en place et développer l'industrialisation ? Alors, vous savez, l'industrialisation renvoie à un principe simple. Je vais vous donner un exemple. Si demain, ce verre, vous êtes à Abidjan, vous fabriquez ce verre, je suis à Cotonou, j'ai besoin d'acheter le verre, mais qu'il est plus cher de m'approvisionner auprès de vous ici à Abidjan que de l'acheter de Turquie, mais j'irai en Turquie. C'est aussi simple que ça. Vous avez beau dire, nous sommes dans la même union UEMOA, j'ai fabriqué à Abidjan, mais pourquoi tu n'achètes pas chez moi à Abidjan, je suis à Cotonou, c'est moins cher. Comment vous allez faire alors au Bénin si vous avez des problèmes d'accès à l'énergie ? Pour dire, vous allez voir, pour dire, l'élément clé, c'est la compétitivité. Donc, il n'y a pas d'industrialisation sans compétitivité. Et donc, mais alors maintenant, comment on est compétitif ? Mais il y a 5 facteurs pour être compétitif. 5. Le premier élément pour qu'il y ait une industrialisation, pour qu'il y ait création, donc une industrie, on transforme les produits, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait des choses à transformer. Le premier élément, c'est vraiment la productivité du secteur primaire agricole. Vous avez aujourd'hui l'Afrique est aujourd'hui l'espace géographique avec les rendements agricoles les plus faibles au monde. Donc, si sur 1 hectare, vous produisez 1 tonne de soja, et comment vous pouvez avoir assez de matières premières, transformer le soja en huile de soja et être compétitif, alors qu'ailleurs, on sort 5-10 tonnes de soja à l'hectare. Donc, le premier facteur, c'est d'avoir la matière. Vous voulez transformer quelque chose, mais il faut déjà l'avoir. Et donc, le premier problème aujourd'hui, le premier frein, même avant l'énergie, c'est la productivité du secteur agricole. Il faut faire quelque chose là-dessus. Deuxième élément, et je vous rejoins, je vais prendre l'énergie. Quand j'ai la matière première, sans énergie, on ne peut rien transformer. Mais aujourd'hui, dans le contexte de changement climatique et puis des enjeux nouveaux, des engagements que nous prenons tous au niveau mondial, il faut une énergie qui soit à la fois disponible en bonne quantité. On ne peut pas faire tourner une industrie qu'avec du solaire. Donc, il faut réfléchir à avoir en bonne quantité, en bonne qualité, mais surtout au bon prix. Aujourd'hui, l'électricité coûte 20 cents le kilowattheure en Afrique. C'est 3-4 fois plus cher que dans les pays industrialisés. Tant que l'électricité va coûter 3-4 fois plus cher en Afrique, il y aura... La solution, c'est quoi ? C'est l'hydroélectricité ? C'est le gaz ? C'est quoi ? On va venir aux solutions. Je vous pose des problèmes, on va venir aux solutions si vous permettez. Donc, le deuxième sur l'énergie, voilà les enjeux liés à l'énergie. Vous avez la matière, vous avez l'énergie, il faut la main-d'œuvre qualifiée. Et vous avez ça aussi, c'est un problème commun à plusieurs pays d'Afrique. Nous avons formé beaucoup de beaux intellectuels, des gens comme moi qui parlent. Et je dis comme moi, mais pas forcément mon cas, puisque je suis sensible à cette proximité avec la réalité. Pas assez d'ingénieurs, pas assez de Voilà, techniciens. absolument. Et donc, il y a toute la réflexion sur la formation professionnelle technique pour s'assurer que nous avons de la main-d'œuvre qualifiée sur place. Et 4e facteur, c'est la logistique. Si je prends le cas de mon verre, vous avez l'électricité au bon prix, vous avez tout. Voilà, vous avez l'électricité, vous avez tout qu'il faut, vous produisez le verre. Mais qu'il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher de ramener un produit d'Abidjan à Cotonou que d'un autre pays lointain, mais j'irai toujours loin. Donc les chaînes logistiques et le coût lié à la logistique, le 4e facteur aussi important dans l'industrialisation. Vous produisez, Lagos-Cotonou, c'est 120 km. Il faut plus de 4 heures pour allier les deux capitales, ville à ville. Je dis, en Europe, 120 km, vous le faites en 1h15, 1h20. Donc vos marchandises, maximum en moins de 2 heures,
partent d'une ville à l'autre en 120 km. Et donc ça aussi, et le coût lié à ça, les enjeux liés aux émissions carbone, liés à la complexité de la chaîne logistique. Voilà les 4 facteurs. Et le dernier pilier, et qui est important, et qui est alors généralisé sur les 4 autres, c'est le climat des affaires. Aucun homme ne viendra investir. L'industrie se projette dans le temps. Personne ne viendra installer une usine s'il y a de l'incertitude, il y a de l'imprédictibilité, il y a de l'instabilité. Les solutions sont lesquelles alors? Donc voilà, et ça, je donne l'exemple du Bénin, puisque nous sommes conscients de ça. Sur le premier, tout ce que nous avons fait comme réforme agraire, qui nous permet aujourd'hui, nous sommes passés rapidement d'à peu près 100 000 tonnes de riz, nous allons faire d'ici 2 ans 1 million de tonnes de riz. Amélioration justement de la productivité agricole, c'est une réalité, il y a tous les programmes qui font. Le Bénin n'est pas le seul à le faire, hein. Il y a le Ghana le fait sur le manioc, le Nigeria le fait également sur le riz, donc c'est quelque chose, voilà. L'énergie, et sur l'énergie, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Nous avons tous pris des engagements sur le verre, mais aujourd'hui, il y a une réalité que je pense... Baisser les émissions de CO2. Absolument, mais il y a une réalité dont il faut avoir conscience et qui aujourd'hui joue sur la capacité de nos pays africains à aller vers l'industrialisation. C'est qu'aujourd'hui, tous les projets gaziers ont du mal à être financés. Les partenaires multilatéraux aujourd'hui disent, mais non, on ne vous finance plus si vous avez un projet gazier. Alors, si vous voulez développer une centrale énergique qui tourne au gaz, vous n'avez pas le bon financement, vous allez avoir du mal à le mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui se passe en Ukraine. On a mis des restrictions, le président Macky Sall a dit, on a une solution pour permettre à l'Europe d'avoir le gaz, trouver une solution pour permettre à l'Afrique d'avoir les intrants agricoles, les engrais. Et donc, c'est ça aussi. Nous avons pris des engagements sur... partenariat Nord-Sud pour faciliter à la fois l'accès aux intrants et puis la circulation des ressources en gaz? Bien sûr. L'idée aujourd'hui, c'est de dire que quand nous mettons des sanctions contre des pays, il faut regarder après les conséquences de ces sanctions et regarder s'il y a des choses à moduler. De la même manière qu'on module aujourd'hui les sanctions sur le gaz en Europe, le président Macky Sall a dit, et nous partageons cette vision, c'est qu'il faut envisager de moduler également les sanctions sur certains produits qui touchent la réalité de la vie de nos populations à la base. Avant d'aller plus loin, sur ces questions d'industrialisation et de financement de l'industrie, je voudrais que l'on écoute un exemple dans le domaine des transports, au Bénin, justement, des motos 100% électriques fabriquées par M-Auto. C'est un constructeur indien appuyé par un fonds d'investissement africain, ATIF. L'un de ses promoteurs, Shegun Ajadi Bakari, a expliqué à Olivier Roger, journaliste au service économie de RFI, l'intérêt de sa démarche. C'est environ 60-70 millions d'euros d'investissement direct, sans compter bien sûr ce qu'on appelle le fonds de roulement. Et c'est la volonté de pouvoir apporter une industrialisation, une transformation en fait industrielle de nos pays, créer un nouveau marché, le marché de la mobilité électrique, en y répondant, en faisant également de la manufacture sur place. Vous importez des moules, c'est ça? Des moules qui vous permettent d'avoir les produits finis rapidement? Exactement. Alors en fait aujourd'hui, et ça revient toujours en fait à la stratégie que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire que dans un premier temps fort de la politique incitative en fait des deux gouvernements du Bénin et du Togo, qui aujourd'hui sont les seuls pays de la sous-région ouest-africaine à avoir exonéré de droits de douane et de TVA l'importation de véhicules électriques, nous sommes déjà aujourd'hui propriétaires de moules en Chine, donc qui nous permettent en fait de faire fabriquer nos motos en Chine et en Inde en partie, le temps que nos usines propres en fait soient prêtes sur les territoires béninois et togolais et que cela nous permette de fabriquer sur place. En fait. Construire en Afrique avec de l'argent africain, c'est ça l'enjeu, Romuald de Ouadani? C'est un des enjeux. L'exemple que vous venez de mentionner est un très bel exemple parce que non seulement ça contribue à l'industrialisation, donc à la production locale pour le marché domestique, mais aussi le marché sous-régional, mais surtout, c'est que c'est un projet qui permet de réduire le poids de l'informel. Parce que dans tout ce que nous faisons, la réflexion est toujours tournée autour du comment faire pour que le poids de l'informel, qui est un vrai enjeu en Afrique aujourd'hui, baisse. Et avec 80% à peu près. Oui, les statistiques l'estiment juste à 80%. C'est très variable. Justement, le fait que ce soit informel, donc difficile à saisir, mais effectivement, les statistiques vont dans cet ordre de grandeur. Et avec ces nouvelles technologies, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous permettons aux personnes d'avoir accès à ces motos électriques quasiment gratuitement et d'avoir un mécanisme de paiement au fil de l'eau. Et ces motos, non seulement répondent aux questions d'environnement, de protection de l'environnement, mais également introduisent des technologies aujourd'hui de digitalisation, de permettre aux gens de pouvoir se formaliser sans
sans savoir qu'ils se formalisent. Parce qu'à partir du moment où vous accédez à cette moto et que vous avez un terminal qui vous permet de collecter vos recettes, parce que la plupart des personnes qui utilisent les motos, c'est pour faire le transport en commun. À la base de moto, les fameux émigrants qu'on connaît dans nos pays, ils vont utiliser ces motos, vont pouvoir collecter leurs recettes avec des terminaux, donc pouvoir faire une économie de plus en plus formelle et payer dans le temps le modèle. Donc, c'est-à-dire que c'est non seulement de l'industrialisation, mais qui intègre les enjeux climatiques, mais également les enjeux de réduction du poids du secteur informel, en apportant du service aux gens. Vous leur apportez du crédit et vous leur apportez un accompagnement, et du coup, ils se formalisent. Ils acceptent de se formaliser. Vous avez prononcé le mot de changement climatique, industrialiser et en même temps limiter l'impact sur le climat. Comment on opère le choix et la priorité? Quelle est la priorité? En fait, ça c'est la grande difficulté à laquelle tout le monde fait face aujourd'hui. Et ce que nous disons, c'est que vu le niveau de retard en infrastructure de nos pays, on ne peut pas prendre les mêmes niveaux d'engagement que les autres, surtout qu'il n'y a pas de financement qui suit. C'est-à-dire nous sommes conscients de ça. À chaque fois qu'il faut développer une nouvelle industrie, il faut poser la question s'il ne faut pas directement sauter de gap. Et c'est ce que nous faisons sur le transport. Pourquoi construire des motos encore thermiques alors qu'aujourd'hui, nous pourrons faire directement des motos? Donc, aujourd'hui, cet enjeu-là est au cœur de toutes les décisions. À chaque fois qu'il faut prendre une décision, la question, c'est est-ce que nous pouvons sauter, faire les sauts, aller directement aux technologies qui nous permettent de pouvoir gagner? Mais je voudrais souligner certaines limites. Et sur la question de l'énergie qu'on disait tout à l'heure, la vraie limite aujourd'hui, c'est que faire de tout solaire ou de l'hydro, pour des pays comme nous, c'est très difficile. Vous avez des pays comme le Kenya qui a réussi à faire 75% de l'énergie au Kenya est liée à la géothermie. Mais ça, c'est lié effectivement donc, à la situation de leur pays. Ce n'est pas duplicable au Bénin. Donc, vous ne pouvez pas demander au Bénin, par exemple, de renoncer à toute forme d'énergie et de faire comme le Kenya. Mais en revanche, nous avons le choix de travailler, avoir un mix énergétique et un plan de transition qui nous permettent d'être au rendez-vous au moment venu. Soyons réalistes et soyons ambitieux. Romuald Wadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique ici à Abidjan à l'occasion de l'Africa CEO Forum dans notre studio installé à l'Hôtel Ivoire. On va parler finance et intégration régionale. Le Bénin, un pays qui compte désormais économiquement en Afrique de l'Ouest, c'est votre ambition, Romuald Wadani, mais un pays qui a besoin aussi de ses voisins et notamment de son très grand voisin, le Nigeria. Bonjour Lisa Fabian. Bonjour Bruno. Vous êtes notre correspondante à Lagos. Bénin, Nigeria, deux pays au destin liés et pourtant ces dernières années ont été tumultueuses. Les frontières ont été fermées avec des conséquences sérieuses pour le commerce régional. Quel est le bilan aujourd'hui ? De l'avis de beaucoup, les résultats sont très mitigés. À l'époque, la décision de Muhammadu Buhari visait à soutenir le secteur agricole nigérian et à encourager la productivité nationale. La fermeture des frontières devait stopper la contrebande, notamment de produits tels que le riz, dont les importations étaient déjà limitées par un système de quotas et de licences. Au final, la fermeture des frontières a eu des conséquences négatives, que ce soit pour la sécurité alimentaire, l'inflation ou le cours du naira, la monnaie nationale. D'autant que la contrebande ne s'est pas vraiment arrêté. Le Nigeria a par ailleurs protesté contre une nouvelle taxe imposée par le Bénin, 9 millions de francs CFA par camion sur les cargaisons en transit à destination du Nigeria. Récemment, le Nigeria et le Bénin ont signé un accord pour la gestion du poste frontière de Sémé-Craqué afin d'assurer un meilleur contrôle des flux commerciaux entre les deux pays en déléguant une partie de ces activités au secteur privé. Merci Lisa Fabian. Romuald Wadani, du point de vue du Bénin, quels enseignements tirez-vous de cette crise avec le Nigeria ? L'enseignement principal est simple. Il faut que nos deux pays travaillent plus ensemble. Et de façon concrète, nous avons mis en place un certain nombre d'actions au niveau diplomatique, au niveau douanier et au niveau même purement économique. Donc c'était juste une parenthèse un peu négative ? C'est pas ça. C'est-à-dire que quand vous regardez sur les 30 dernières années, les histoires de fermeture de frontières Bénin-Nigeria, c'est quelque chose qui revient souvent. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que pendant que nous sommes en charge, nous avons subi la fermeture de frontières, nos deux pays ont subi les conséquences de la fermeture de frontières. Nous sommes assis, les deux chefs d'État se sont vus, il y a un comité, un groupe de travail qui a été mis en place, auquel je fais partie,
qui a proposé des solutions dont certaines sont en place. L'idée de la nouvelle dynamique de collaboration avec le Nigeria est simple, c'est de travailler en sorte que un produit qui arrive au port de Cotonou à destination du Nigeria puisse faire toutes les formalités douanières du Nigeria à Cotonou, de sorte qu'une fois sorti du port, que le produit puisse aller directement. Donc éviter les tracasseries et fluidifier les relations commerciales. Vous savez, la contrebande est une réaction généralement à des difficultés administratives. La belle preuve, c'est que quand les frontières ont été fermées, sur 800 km de frontières, tout ce qui ne se faisait pas le canal formel s'est déporté vers l'informel. Et c'est aussi ça la réalité. Quand vous avez deux pays qui partagent pour beaucoup la même langue, les familles sont de part et d'autre, qui ont des décennies d'histoire de commerce, c'est difficile de fermer juste quelques mètres de frontières. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière fois, cette fermeture de frontières? Nous espérons que c'est la dernière fois. Pourquoi? Parce que les mesures que nous sommes en train de prendre permettent en fait au Nigeria d'avoir un réel bénéfice, d'avoir le Bénin à côté, et nous aussi. Quand on parle de la contrebande, on voit seulement dans un sens. On dit aujourd'hui, oui, la contrebande, parce qu'il y a des produits, le riz qui est importé du Bénin, qui va au Nigeria. Mais vous savez que quand on regarde la consommation d'essence au Bénin, les stations d'essence arrivent à vendre à peine 20% de la consommation. Donc 80% de ce que nous consommons vient de la contrebande. Donc du Nigeria qui subventionne l'essence et qui arrive à rentrer et qui détruit tout le secteur de distribution d'essence chez nous. Donc l'histoire n'est pas totalement d'un côté. C'est pour ça que je vous dis la réalité aujourd'hui, c'est que les deux pays ont conscience qu'il faut agir différemment. Et nous agissons différemment. Un exemple typique, c'est sur le secteur du riz. Nous avons, avec l'Association des producteurs du riz du Nigeria, signé un protocole d'accord et nous travaillons puisque nous avons vu que les deux pays avaient un programme d'accélération, d'amélioration des rendements sur la production de riz et de transformation du riz. Nous avons dit, mais mettons-nous ensemble, faisons de la synergie sur ça. Et ça, c'est une réalité. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a 2 ans. Mais grâce à cette crise, nous avons tiré les leçons et nous travaillons aujourd'hui ensemble sur ce secteur agricole pour produire davantage de riz qui va servir à nos besoins locaux, mais également au Nigeria. Donc au départ, des conséquences négatives, mais aussi une situation qui a accéléré certaines réformes. Ça a accéléré des réformes et un désir de mieux collaborer ensemble. Julien Clémenceau de Jeune Afrique sur le commerce régional. Oui, avec le Covid, la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, a peut-être été mise un petit peu de côté. Néanmoins, les institutions régionales restent importantes et un des objectifs du président Talon, c'est de mieux les faire fonctionner. Il y a l'UMOA. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'UMOA fonctionne mieux? Le président Talon était censé prendre la présidence, va-t-il la prendre? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette institution fonctionne mieux? Non, je pense que les chefs d'État réunis il y a juste une semaine à Accra ont retenu de se revoir début juillet pour parler des réformes et puis des changements qu'il y aurait à la tête de l'UMOA. Je n'ai pas participé à ça, donc je ne suis pas au cœur des échanges. Oui, mais est-ce qu'elle fonctionne bien, cette UMOA, actuellement? Aujourd'hui, nous avons, c'est que 8 pays, nous avons, en tout cas, je vous dis au niveau des ministres des Finances, j'ai eu une excellente collaboration avec mes pairs et nous collaborons, nous échangeons. D'ailleurs, nous avons ce dialogue entre nous sur les mesures à prendre dans cette période difficile. Et je pense que c'est la même chose au niveau des autres ministres et c'est la même chose au niveau des chefs d'État. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une union qui fonctionne bien. Il y a toujours mieux à faire, il y a toujours des réformes à faire. Mais aujourd'hui, Au niveau du Bénin, la priorité, c'est quoi? C'est l'UMOA, la CEDEAO, la ZLECAf? Comment vous serriez les projets? Au Bénin, pour nous, la priorité, c'est nos populations. C'est comment faire pour que nos populations se sentent bien, aient des opportunités. Et c'est une réponse générale. Voilà, mais... Non, mais vous allez voir. Mais pour que le Béninois qui a un savoir-faire et qui veut le faire, tout à l'heure j'ai dit, mais pour pouvoir créer des entreprises, pour qu'il y ait un secteur privé, il faut qu'il y ait un marché. Et donc ce marché, le Bénin n'est pas suffisant pour tout type d'activité. Donc le fait d'avoir absolument d'être dans une région, ça permet d'avoir une contribution. Vous avez besoin de libre-échange. Donc la ZLECAf est une bonne idée. Non, mais sur le papier, tout le monde est d'accord que la ZLECAf est une bonne idée. Aujourd'hui, c'est très bien d'avoir fait ce pas, de créer le cadre. Mais là, c'est sur papier. Mais il y a toute la démarche pour rendre nos économies capables de répondre à cette nécessité. Vous fixez l'horizon quand pour cette ZLECAf? Non, nous, on ne fixe pas d'horizon. Nous, au quotidien, nous agissons pour que le commerce intra-africain s'améliore. C'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Quel rôle peut jouer la BCAO, la Banque centrale de l'UMOA actuellement, de l'UMOA actuellement dans le contexte de crise?
Mais la Banque centrale L'inflation. Mais la Banque centrale reste la Banque centrale. Vous avez, nous observons depuis quelque temps, hier d'ailleurs, il y a une sortie de la BCE qui annonce en juillet un rehaussement attendu des taux directeurs et probablement en septembre un deuxième rehaussement des taux. Donc les banques centrales sont au cœur des questions d'inflation. Et généralement, la tendance, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où les prix s'enflamment, les banques centrales ont tendance à prendre les mesures pour réguler le niveau de service de crédit à l'économie. Dans notre situation, à l'UEMOA, les choses sont un peu différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons une banque centrale qui maîtrise la situation et qui prend les bonnes décisions. La belle preuve, c'est que quand vous regardez le niveau de financement de nos économies, dans l'UEMOA, nos économies sont financées à peine à 20%. C'est-à-dire quand vous regardez le taux de crédit fait au secteur privé dans nos économies, comparé au poids du PIB, donc au poids de richesse, nous parlons d'à peine 20%. Quand vous prenez le même ratio dans un pays comme la France, 120%, ou dans un grands pays où ça avoisine les 100%, vous avez très bien l'impact que peut avoir un rehaussement du taux. C'est-à-dire que si vous freinez l'accès de crédit à l'économie, tout de suite, ça va jouer sur la capacité de l'économie à produire et donc ça baisse. Mais dans notre cas, aujourd'hui, les choses sont différentes. C'est d'ailleurs pour ça que les mesures prises par la Banque centrale jusque-là ont contribué à permettre à nos pays d'avoir accès au financement. Tout en... Mais les bons Covid que la Banque centrale a lancés en pleine Covid continuent aujourd'hui. La Banque centrale, le fait que la Banque centrale permette aux banques de se refinancer sur toutes les émissions obligataires et les bons que nous faisons sont refinançables auprès de la Banque centrale, c'est une manière pour la Banque centrale d'accompagner nos économies. Mais cela dit, juste il y a quelques jours, la Banque centrale a augmenté également son taux directeur de 25% parce qu'elle a estimé qu'il fallait faire ce petit réajustement pour, dans sa politique de maîtrise de l'inflation. Évoquons à présent les problèmes monétaires. Autre initiative dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, Romuald Wadani, à l'échelle de la sous-région, c'est la réforme du franc CFA, annoncée tambour battant en 2019 par Alassane Ouattara, le président ivoirien. Les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé qu'ensemble, à 15, nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO. Donc à terme, le franc CFA s'appellera l'ECO. Et nous allons continuer d'y travailler. On espère que ça pourra se faire le plus tôt possible. Cette réforme du franc CFA qui se transformerait en éco, ça n'a pas beaucoup avancé depuis? Non, c'est un échec? Ah non, pas du tout. Déjà, je voudrais clarifier qu'il y a deux réformes. Nous avons une réforme menée au niveau de l'UEMOA sur le franc CFA et j'ai eu l'occasion de signer donc, le protocole d'accord sur cette réforme avec le ministre français en décembre 2019. Et les mesures prises à l'époque ont été mises en place il y avait trois mesures simples. Il y avait la fermeture des comptes d'opération, c'est une réalité. Il y avait le remplacement des représentants français dans les organes de gouvernance de la monnaie, que ce soit la commission bancaire, la banque centrale, etc. Ça aussi, c'est une réalité. Et enfin, il y avait le changement du nom de la monnaie qui passerait de CFA à ECO. Alors, la réforme pour passer à l'ECO est liée maintenant à la deuxième réforme, qui est une réforme beaucoup plus technique et qui se fait dans le cadre de la CEDEAO avec les 15 pays. Et au niveau de la CEDEAO, on a fixé un calendrier avec des critères pour démarrer. L'un des premiers critères, c'est d'assurer qu'au moment où vous ne pouvez pas lancer une monnaie alors que vous êtes dans un environnement d'instabilité macroéconomique. Donc on avait dit... C'est la guerre en Ukraine qui perturbe cette réforme? C'est pas du tout ça. Puisque la réforme a été lancée, sur son cours, elle devrait rentrer en vigueur en 2020, mais à ce moment-là, la Covid et les difficultés à être au niveau prévu fait qu'on n'a pas pu avancer sur ça. D'autres difficultés techniques en cours font que la réforme suit son cours et sera faite sur un agenda qui est discuté à 15. Donc au niveau de l'UEMOA, ce que nous avons fait comme réforme, c'est pour nous préparer à faire partie de la grande réforme avec la CEDEAO et donc ça a été une bonne chose. L'éco au niveau de la CEDEAO, c'est pour quand? C'est quoi l'horizon maintenant? Cet horizon change puisque je vous dis encore, vous avez un calendrier de mise en œuvre qui démarre à partir du moment où vous avez la plupart des pays ont une situation macroéconomie relativement stable. Aujourd'hui, il est très difficile de dire comment le niveau de déficit que les uns et les autres auront pour l'année 2022. Les critères de convergence que nous avons mis en place, nous les avons suspendus pour permettre au budget des États de faire face d'abord à la Covid et maintenant les enjeux liés à la guerre en Ukraine. Donc,
cet agenda, il suivra son cours à partir du moment où l'environnement macroéconomique sera stable. Ce franc CFA, est-ce qu'il reste utile quand même face à l'inflation? On voit que beaucoup de monnaies dans le monde sont très instables en ce moment. Est-ce qu'en attendant, ce n'est pas la meilleure monnaie pour les Africains? Tous les régimes de change, nous avons un régime de change, donc ce qu'on appelle un PEG, une fixité de notre monnaie par rapport à l'euro. Bien entendu, tous les régimes de change ont du bon et du moins bon. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas un régime parfait. Donc le nôtre aujourd'hui, le fait qu'il y a une fixité, ça donne une prédictibilité dans tous les cas. Imaginez qu'aujourd'hui, on doit s'approvisionner donc en hydrocarbures, qu'au-delà donc du prix qui monte, on doit gérer encore des fluctuations importantes sur notre monnaie. Donc effectivement, vous avez raison, dans certaines circonstances, le fait d'avoir une fixité de devises permet d'avoir de la prédictibilité. Et notre union n'est pas la seule. Hein. Vous prenez la plupart des pays du Golfe, ont aussi des régimes de change fixes par rapport au dollar. Nous l'avons par rapport à l'euro, beaucoup de pays l'ont par rapport au dollar. Et donc il y a des situations où ça peut paraître pénalisant, mais il y a des situations où ça peut paraître bien d'avoir cette fixité, en ce sens où ça permet aux acteurs économiques d'avoir la capacité de prévoir. Julien. Sur cette réforme, vous avez toujours été favorable à un changement du CFA, à une évolution du CFA, ou comme le président Ouattara, vous avez évolué sur cette question, peut-être en étant à l'écoute des populations? Ah non. Je vous dis, la réforme du CFA est une réforme qui avait son calendrier depuis des années. Et donc, la réforme est partie d'abord des discussions au niveau des pays de la CEDEAO. Donc, le projet de monnaie unique... C'est un projet très ancien. Quand on écoute des déclarations du président Ouattara en 2017, il ne dit que du bien du CFA. Et on voit qu'il y a quand même une évolution de sa pensée sur la question. Je n'ai pas souvenir de ce que le président Ouattara disait en 2017, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'idée d'avoir une monnaie unique est une idée qui est née depuis longtemps au niveau de la CEDEAO. La réforme effectuée au niveau de l'UEMOA n'est pas une réforme pour répondre à la population, mais elle est une réforme d'abord pour être prêt à la monnaie unique. Je vous rappelle que le calendrier initial de la monnaie unique CEDEAO, c'était 2020. Et donc, nous avons mis en place une réforme pour permettre, en décembre 2019, au moment où on signait ça, c'était pour pouvoir répondre à toutes les... Vous savez, avec une monnaie dont la gouvernance avait des représentants du Trésor français, ça rendait difficile les discussions avec nos pays voisins, anglophones notamment. Donc il fallait faire ces réformes-là de gouvernance pour être prêt à enclencher le pas dans la monnaie unique CEDEAO. Autre dossier qui demande à avancer, mais qui n'a pas tant avancé que cela, c'est la question du financement de la dette des pays pauvres dans le monde. Vous en parliez vous-même, Romuald Wadani, l'an dernier, au micro de RFI, les allocations de DTS grâce au FMI pour 100 milliards de dollars. À l'époque, vous y croyez dur comme fer. Le Fonds monétaire estime que les besoins d'urgence pour l'Afrique d'ici 2025 s'élèvent à quelques 285 milliards de dollars. Donc, espérer 100 milliards sur un besoin de 285 n'est pas un vœu pieux. Vous savez, la solidarité internationale se manifeste aujourd'hui par la capacité de certains pays de pouvoir donner leur quota de DTS à d'autres pays. Et nous sommes convaincus que les pays suivront la proposition française d'aller vers cette allocation. Ça vous fait sourire, Romuald Wadani, de vous réentendre un an après. L'Afrique attend toujours les 100 milliards de dollars. Absolument, ça me fait sourire et je vais peut-être vous étonner, mais si vous me posez la question, je vous répondrai la même chose. Bien entendu, nous sommes en attente et le président Macky Sall, récemment encore à Dakar, a rappelé cette attente. Et moi-même, dans mes échanges avec mes pairs, que ce soit le ministre français ou le ministre des Finances de plusieurs autres pays, nous réitérons cette demande-là. Donc, je vous ferai exactement la même réponse. Ils viendront, c'est question de temps. Vous savez, en temps, il y a eu la guerre qui a démarré, la concentration des efforts pour soutenir l'Ukraine. On espérait, lors des réunions de printemps, donc en avril passé à Washington, d'avoir une réponse. Elle n'est pas arrivée encore et je pense que c'est question de temps. Vous savez, quand vous avez la situation globale qui est perturbée par quelque chose d'inattendu, il faudrait que les acteurs aussi aient conscience de ça et modulent leurs attentes en fonction de ce qui se passe. Toujours sur la question des financements, vous êtes allé avec le Bénin plusieurs fois sur les marchés internationaux, on l'a dit. Est-ce qu'il n'est pas aussi important de pouvoir mobiliser de l'argent sur les marchés régionaux? Et pourquoi on n'y arrive pas davantage, cette épargne? Alors, ça, c'est très intéressant. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf.
on dit, mais pourquoi vous ne mobilisez pas en domestique? Mais justement, nous mobilisons à l'international parce que nous considérons qu'il y a plusieurs vertus à aller à l'international. La première, c'est que quand nous allons lever des ressources au niveau international, qui au passage sont levées à des conditions meilleures que conditions domestiques, notamment des conditions de maturité, mais nous libérons des capacités pour les banques à financer le secteur privé. Vous savez, les banques, à partir du moment où, tout à l'heure je vous disais, l'économie est faiblement financée, très peu de crédits donnés au secteur privé. Et donc le fait pour nous d'aller à l'international, c'est aussi une manière de laisser de la marge de manœuvre aux banques pour financer les ressources régionales aux banques. On laisse les ressources aux banques pour pouvoir... Mais ce n'est pas ça le premier objectif. Le premier objectif, c'est que nous allons chercher l'argent où il est, à partir du moment où les conditions de taux et de maturité sont bonnes pour nous. La vraie difficulté, c'est que l'Afrique a du mal à mobiliser son épargne domestique. Si vous n'avez pas de l'épargne domestique, il est difficile pour les banques de pouvoir prêter long. Et quand nous avons émis l'année passée, donc l'eurobond a plus de 30 ans, 31 ans, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'emprunt obligataire euro avec la maturité la plus longue en Afrique. Nous sommes allés à l'international justement parce que nous avons la capacité d'aller lever. Et donc pourquoi ce n'est pas possible en domestique? Parce qu'il y a un problème de mobilisation d'épargne domestique. Et donc nous n'allons pas à l'international juste comme ça parce que nous voulons faire l'international. Nous allons parce que c'est de là aujourd'hui que nous tirons les meilleures conditions de financement. Mais nous considérons qu'en le faisant aussi, nous laissons les capacités aux banques de financer le secteur privé domestique. Romualdo Adegni, ça va toujours? Très bien. On est encore là pour quelques minutes. Emmanuel Macron reconduit pour 5 années supplémentaires en France. Est-ce que ça vous rassure par rapport à cette question de la relation entre la France et l'Afrique dans le contexte européen pour le moins compliqué? Vous savez, l'une des choses que nous admirons auprès des grands pays, que ce soit la France, l'Allemagne ou d'autres, les États-Unis, c'est que c'est des pays qui ont des administrations fortes, où il y a une continuité. Et donc les relations entre nos pays, généralement, ne dépendent pas exclusivement on va dire, du leader en soi, mais nous avons des administrations qui collaborent avec les administrations françaises et qui ont cette collaboration qui est le même président pendant 10 ans, c'est quand même une circonstance favorable? Mais bien entendu, quand vous avez de la continuité, ça permet au moins de savoir à quoi vous en tenir. Donc c'est plus facile pour vous quand vous avez de la continuité. En toute chose, c'est plus facile de savoir à quoi s'en tenir quand vous avez de la continuité, bien entendu. Emmanuel Macron s'est engagé à rénover la relation de la France avec l'Afrique. Est-ce que vous trouvez qu'il y est parvenu? Et est-ce que vous avez le sentiment que la France n'intervient plus dans le débat politique africain? On a vu il y a quelques jours une déclaration à propos du Cameroun qui a fait un peu réagir, où le président français parlait de transition démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que le discours français évolue sur l'Afrique? Mais le discours français, en fait, il est à mettre dans les contextes. Je ne pense pas qu'il y ait un discours français sur l'Afrique. Je pense que la France se positionne pays par pays en fonction des circonstances et des conditions. Et je prends le cas du Bénin aujourd'hui, je n'ai pas de propos de l'État français, du président français que je peux citer sur une situation ou une autre. Donc quand il y a des pays où il y a des situations particulières, compte tenu des enjeux pour la France, il y a des entreprises françaises, des ressortissants français qui sont là. Vous savez, quand vous êtes dirigeant, vous n'êtes pas là pour vous occuper uniquement de vos concitoyens qui sont dans le pays. Vous avez aussi l'obligation de vous intéresser à vos entreprises et à vos concitoyens qui sont également à l'étranger. Donc il peut y avoir des pays où, compte tenu des intérêts économiques de la France et du niveau des citoyens français, que la France se prononce sur des questions données. Mais ça, ce n'est pas le cas du Bénin, donc je suis très mal placé pour en parler. Que doit faire la France pour se rendre plus populaire auprès des Africains? Vous posez la question à la France. C'est intéressant d'avoir le regard d'un Africain. Vous pouvez avoir une idée, puis vous avez vécu en France. Non, vous savez... D'un binational même. Moi, je vais vous dire une chose. Quand vous avez le plaidoyer du président Macron pour qu'il y ait plus de ressources pour les pays, pour faire face à la Covid. Ça fait partie des choses qui sont applaudies de tout le monde. Et je pense que tant que les grands pays, ce n'est pas seulement la France, tant que les grands pays vont prendre ces positions pour être aux côtés de l'Afrique, pour être aux côtés des économies qui sont prêtes à se réformer, à se transformer, mais les populations applaudiront. Emmanuel Macron n'est pas si populaire auprès de ses compatriotes. Est-ce que selon vous, c'est plus facile pour un dirigeant africain de se rendre populaire auprès de ses propres compatriotes? C'est facile pour personne. Vous savez, déjà, quand il y a crise, malheureusement, la population considère que vous êtes là pour régler tous les problèmes. Donc, en tant que dirigeant, déjà en situation normale, c'est difficile.
de plaire à tout le monde, de satisfaire tous les besoins tout de suite. Mais en plus, quand il y a des contraintes globales qui s'ajoutent, c'est très difficile. Donc, je dis, si vous allez dans tous les pays du monde et vous interrogez les populations, vous allez noter que vous faites le même exercice il y a un mois, vous le faites aujourd'hui, vous allez sentir quand même que le taux de mécontentement pourrait progresser, mais la vraie question, ce n'est pas forcément lié à l'action du politique, mais c'est le contexte global d'insatisfaction. Vous savez, le pauvre, quand il est là, il n'a pas de quoi manger, il ne se préoccupe pas de qui est le président. Il sait qu'il n'a pas de quoi manger. Il veut avoir de quoi manger, point à la ligne. On ne vous a pas posé la question directement en début d'émission, mais la prochaine présidentielle en 2026, est-ce que vous y pensez? Ah non, du tout, ce serait totalement indécent. Et là, je ne fais pas de langue de bois. Nous sommes à 4 ans. J'occupe une fonction qui est qui demande beaucoup d'énergie. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en rentrant en studio, j'étais en train de regarder les prix des hydrocarbures sur les marchés. Il y a tellement à faire, tellement d'attentes des populations que c'est totalement indécent pour moi de penser à ça. C'est pas dans un coin de votre tête quand même. Ah non, tout le monde pense à son avenir personnel. Non, mais les gens viennent me voir, etc. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et ça a toujours été ma stratégie toute ma carrière. Je m'attache chaque jour à bien faire ce que j'ai en face de moi. Je dois décider, je m'attache, compte des informations que j'ai, à prendre la bonne décision pour les gens qui seront concernés par ces décisions. Donc, et je suis convaincu, je suis peut-être un peu croyant, c'est peut-être ça qui détermine ça, que quand je profite de chaque instant pour bien faire ce qui est attendu de moi, les opportunités s'ouvrent et donc je n'ai aucun souci, aucun temps à passer à Vous savez, si demain je veux retourner chez Deloitte, c'est très facile. Si demain je veux monter je suis un expert comptable, je veux monter ma boutique et faire du conseil ou de l'expertise comptable, je peux le faire. Donc pourquoi voulez-vous alors que j'ai du temps, j'ai des préoccupations importantes, me concentrer sur... Non. J'ai un ministre en vue au Bénin. Tidjane Thiam, qui était dans notre studio il y a quelques mois, avait dit à propos de la présidentielle en Côte d'Ivoire, reposez-moi la question en 2025. On vous repose la question en 2025 ou 2026 ? Non, ne me reposez même pas la question. Eh bien, merci à vous, Romuald Ouadani, d'avoir partagé ce moment avec nos auditeurs et avec nos lecteurs de RFI et de Jeune Afrique. Romuald Ouadani, ministre de l'économie et des finances du Bénin, ici à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, à l'occasion de l'Africa CEO Forum, les lundis 13 et mardi 14 juin, le rendez-vous des décideurs économiques en Afrique. On y reviendra tout naturellement la semaine prochaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci également à Guillaume Munier, notre réalisateur, toujours partant, toujours efficace. Merci Julien. Merci Bruno, merci Monsieur le Ministre. Merci à tous de nous avoir suivis. On poursuit la discussion sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, notre compte RFI Écho ECO. Bonne journée ou bonne soirée. L'info revient tout de suite. Portez-vous bien. Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.